Le thème qu'on va aborder portera sur la gestion de la communication intégrée dans les banques, les assurances et les établissements financiers. Tout au long de la séance, je vais commencer d'abord par faire un retour sur le dernier thème portant sur la tarification des produits et services financiers, pour passer par la suite au thème principal de notre cours, où je vais aborder 4 principaux points. D'abord, le concept de communication et l'utilité de la communication marketing des produits bancaires et des services financiers, pour passer par la suite l'exposé des différents moyens de communication et des technologies de l'information et de la communication qu'une institution financière, qu'elle soit une banque, une assurance ou n'importe quel établissement financier, peut utiliser aujourd'hui pour communiquer avec ses clients. Troisième élément portera sur la manière avec laquelle la communication est gérée à travers ce qu'on appelle un processus de communication. Et je vais finir par la gestion d'un plan de communication intégré et efficace dans une institution financière. Lors de notre dernier cours sur le thème 5.3, nous avons abordé la dimension de la tarification et de la fixation des prix pour les produits et services financiers. Nous avons commencé par essayer de comprendre ce qu'est le prix pour un produit ou un service financier, et rapidement, nous avons surtout retenu le fait que le prix ou la tarification, appelée aussi frais financiers, frais bancaires, police d'assurance, frais de crédit, tous ces éléments-là représentent une contrepartie monétaire. C'est la contrepartie monétaire de l'ensemble des bénéfices qu'un client va tirer, va obtenir de son institution financière. Cependant, c'est important de savoir que ce prix ne couvre pas uniquement la dimension économique, financière et comptable du produit en relation avec le produit et service financier. Le prix ou les tarifs pour n'importe quel produit bancaire ou n'importe quel service financier ne couvrent pas uniquement les coûts d'opération qui ont permis de l'offrir, ne couvrent pas uniquement les coûts qui sont financiers en relation avec son offre, c'est-à-dire la marge que l'institution financière va en tirer, ne couvre pas uniquement le coût économique qui est en relation avec les fameux taux d'intérêt directeurs et le coût de l'argent à un moment donné, mais également il couvre des dimensions qui sont beaucoup plus psychologiques en relation avec l'importance du produit ou du service financier pour le client. Plus un produit est important, plus il va lui accorder de la valeur, plus il serait prédisposé à payer un prix élevé. Également, l'aversion au risque du client, puisqu'on parle de produits financiers, assez souvent, la dimension psychologique, la dimension personnelle du client en relation avec son aversion au risque est un élément important où il serait prédisposé à encourir plus de risques par rapport à d'autres, ou certains clients sont prédisposés à encourir plus de risques par rapport à d'autres clients, alors que d'autres clients sont moins averses au risque et donc sont moins prédisposés à prendre les risques. Et il est évident que les produits financiers à risque, comme les placements à risque, assez souvent rapportent plus et donc sont moins coûteuses pour le client que des placements, par exemple, garantis, pour lesquels la rémunération est faible, mais le coût est élevé. Donc, ce qui fait que la dimension psychologique de l'aversion du client au risque. Également, il y a des institutions financières qui acceptent le risque plus que d'autres, qui fait que lorsqu'une institution financière est prédisposée à encourir des risques, par exemple à donner des crédits à des clients qui ne sont pas sûrs à 100%, il est évident qu'ils vont essayer de baisser leur tarification pour donner le plus d'accessibilité à leurs produits. Donc, vous comprenez très bien que dans les tarifs des produits financiers
assez souvent, ce n'est pas uniquement les dimensions comptables, les dimensions économiques, les dimensions, je dirais, objectives qui sont prises en considération, mais également, il y en a d'autres dimensions beaucoup plus psychologiques. Ce que nous avons également retenu dans le cadre de notre cours portant sur la tarification, c'est qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui interviennent dans cette tarification, dans la fixation des prix dans les banques, dans les assurances, dans les établissements de crédit ou autres institutions financières, notamment d'abord et avant tout, les objectifs des institutions, les objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de profitabilité, dans ce qu'on appelle les objectifs opérationnels, mais également les objectifs stratégiques comme le choix des segments, les ciblages. C'est pour cela que les tarifications peuvent varier pour le même produit d'une cible à une autre. Principalement, par exemple, la gestion d'un compte courant diffère si notre client est monsieur tout le monde, donc c'est un clientèle individuelle, personnelle, ou c'est une PME ou c'est une grande entreprise. La tarification peut différer. La même chose aussi, la rémunération pour l'obtention d'un crédit peut différer que l'on soit une personne physique, une personne morale, c'est-à-dire un professionnel ou une entreprise. Et donc, vous comprenez très bien que cette dimension en relation avec les objectifs peut intervenir. Il y a également les objectifs de positionnement. Les institutions financières qui cherchent à se positionner comme une institution financière offrant des produits et des services de qualité va tenter d'augmenter ses tarifs pour donner l'impression que ces produits et ces services sont meilleurs. C'est essayer de rendre tangible ce produit ou service financier qui, de par sa nature, est intangible. L'autre facteur dont il faut tenir compte et qui est incontournable, c'est le facteur coût. En effet, les tarifications sont là et d'abord et avant tout pour permettre à l'institution de couvrir ses coûts. Ces coûts d'opération, ces coûts qui vont lui permettre d'utiliser certains moyens pour pouvoir offrir des services. Une banque ne peut pas opérer si elle n'a pas d'agence, une banque ne peut pas opérer si elle n'a pas d'équipement dans ses agences, une banque ne peut pas opérer si elle n'a pas de guichet, une banque ne peut pas opérer si elle n'a pas de personnel de direction, du personnel qui est en contact avec les clients. Une institution financière ne peut pas opérer si elle n'a pas une plateforme numérique, notamment un site web. Une institution financière ne peut pas opérer si elle n'a pas une application mobile. Et donc, vous comprenez très bien qu'une institution financière, qu'elle soit une banque ou la même chose pour une assurance ou n'importe quelle autre institution financière, se doit d'engager certaines ressources qui vont lui coûter de l'argent pour pouvoir offrir ces services. Donc, une institution financière, de par sa nature, se doit d'être rentable, donc se doit de générer du profit. Or, pour pouvoir générer du profit, il faut dégager des recettes qui lui permettent de couvrir ses coûts. Or, on sait très bien que les recettes ne sont autres que les prix unitaires multipliés par la quantité d'offres, la quantité de produits et services financiers qu'elle va écouler sur le marché. Donc, ce qui fait que plus une institution financière a des clients, plus elle a des clients qui ont des comptes de chèques, des comptes d'épargne, des crédits, des cartes, plus une institution financière, une assurance a des clients, plus elle a des clients qui ont des assurances auto, plus elles ont des assurances n'importe quel véhicule, moto par exemple. Également, plus elle a des clients qui ont une assurance habitat, plus ils vont avoir des clients qui ont plusieurs produits, plus elle va dégager des recettes. Et donc, les recettes ne sont autres que les prix unitaires de ces différents produits et services multipliés par la quantité de ces produits et services qu'elle offre à ses clients. Donc, la dimension coût demeure une dimension importante, d'autant plus qu'une institution financière, de par la loi, se doit de connaître ses coûts, donc ses prix de revient, pour ne pas fixer des tarifs en deçà de ses coûts de production de ses services, puisque la loi lui interdit cela. Également, une institution financière se doit de tenir compte de ses coûts pour pouvoir dégager une certaine rentabilité, pour pouvoir continuer à exister.
Également, une institution financière se doit de tenir compte d'autres facteurs dans la tarification, notamment les prix des concurrents, les tarifs des concurrents. Une institution financière, qu'elle soit une banque ou une assurance, n'est pas seule dans le marché et elle rivalise avec d'autres institutions financières, d'autres banques, d'autres assurances, d'autres institutions de crédit. Et par conséquent, c'est important d'offrir pour des produits et des services financiers qui sont réglementés, qui sont globalement homogènes, le prix va apparaître comme étant un élément de différenciation, un élément sur la base duquel un client peut choisir une institution plutôt qu'une autre. Donc, toute institution se doit de tenir compte de bien fixer ses tarifs pour être compétitif dans le marché. Je n'ai pas dit des tarifs plus bas, parce qu'il faut faire attention, des tarifs plus bas peuvent paraître comme étant associés à des produits et des services financiers de moins bonne qualité, cependant des tarifs qui correspondent à l'image de l'institution et qui lui permettent de bien se positionner dans le marché. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'un des autres éléments, dans le quatrième élément dont il faut tenir compte dans le cadre de la fixation des tarifs et des frais pour les produits et services financiers, il y a les consommateurs, les clients, fondamentalement leur sensibilité à cette tarification, leur sensibilité au prix, ce qu'on appelle communément l'élasticité prix et l'importance qu'il accorde au prix et aux frais dans le choix des produits et des services financiers. Le dernier élément dont il faut tenir compte dans la détermination des frais et des tarifs des produits et des services financiers, c'est la réglementation. Et nous avons insisté sur le fait que le législateur, les institutions qui gouvernent ce marché financier, que ce soit la Banque centrale, dans notre cas, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ou les institutions de l'État qui interviennent dans le domaine des services financiers, notamment le ministère des Finances, légifère pour certains produits en fixant des prix. Par exemple, le prix de la monnaie, ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur, il est fixé par la Banque centrale. Également, le gouvernement ou l'État peut intervenir pour légiférer par rapport à la fiscalité, par rapport à l'ajout d'une marge qu'il va en tirer en chaque transaction financière. Et dans le cas du Mali, on a la taxe sur les activités financières qui est de 17%. On a également la taxe du trésor qui est de 0,6%, qui viennent se rajouter à certains produits et services financiers qui sont offerts aux clients des institutions financières, qu'ils soient des banques ou des assurances. Et donc, c'est ces éléments-là dont il faut tenir compte au niveau de la détermination du prix. Le troisième point, c'était par rapport aux différentes approches de tarification que les institutions financières prennent. Et nous avons vu que ce soit dans les cadres des banques, que ce soit dans le cadre des assurances ou des établissements financiers, la manière avec laquelle ils vont associer des tarifs à leur offre de produits et services financiers varie. Il n'y a pas une seule approche de tarification, il y a plusieurs approches de tarification qui, globalement, varient en fonction également des besoins des clients pour les mêmes produits. Et donc, un même compte chèque peut être tarifé, on peut lui associer des frais différents selon le type d'utilisation dont fait le client. S'il y a un client d'une institution financière par rapport à son compte chèque, ne fait que déposer son argent à travers le dépôt de son salaire et le retirer, et donc il effectue au maximum 2 transactions par mois, vous comprenez très bien que le type de tarification qu'on va lui appliquer n'est pas le même qu'un autre client qui, lui, a des activités régulières qui concernent l'utilisation de son compte, où il y a énormément d'entrées, mais également énormément de flux de sortie d'argent. Et par conséquent, le type de tarification qu'on va lui appliquer sur le nombre de transactions qu'il va effectuer par mois n'est pas nécessairement le même. Un client qui va avoir un compte chèque, plus un compte d'épargne, plus un crédit, on va lui appliquer souvent des tarifications qui peuvent varier. Ce qui fait que les institutions financières sont ingénieuses à ce niveau-là pour offrir des tarifications variées, diversifiées, pour essayer de satisfaire au maximum les clients. Donc, ce sont des tarifs qui s'adaptent
finalement aux besoins de ces différents segments de clients. Le dernier élément qu'on a abordé dans le cadre de notre cours, c'est la façon en pratique de déterminer un tarif ou des frais financiers pour un produit ou un service financier en particulier. Et nous avons vu qu'il s'agit de suivre un modèle qui consiste d'abord et avant tout de définir les objectifs, ensuite de faire une analyse de la situation pour par la suite arriver à dans cette analyse, bien sûr, de la situation, on va tenir compte des différents facteurs dont on parlait tout à l'heure, les coûts pour offrir le service ou le produit financier, la concurrence, donc ce qu'on appelle le prix du marché, la réglementation par rapport à ces produits et services financiers. En effet, si la Banque centrale impose par exemple 2,5%, comme c'est le cas aujourd'hui, du taux d'intérêt directeur, une institution financière ne peut pas venir offrir un crédit à 1,5%. Puisque la réglementation le lui interdit. Et donc, vous comprenez très bien qu'il y a ces différents facteurs dont l'institution financière va tenir compte pour la fixation d'un prix, va lui permettre d'arriver à un intervalle entre un prix minimum et un prix maximum qu'elle va par la suite essayer de tester pour essayer d'arriver au meilleur prix ou ce qu'on appelle le prix juste qui va lui garantir de réussir commercialement à vendre son produit ou son service financier et de le faire accepter par le maximum de clients possible dans le marché. Donc, c'est ainsi que l'institution financière se doit de gérer son prix en pratique. Ce que nous avons conclu, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'une institution financière établit un prix qu'elle ne peut pas revenir par la suite pour le réviser. On se permet d'avoir ce mode de contrôle pour réviser un prix. Également, une institution financière peut moduler un prix momentanément pour essayer d'attirer par exemple plus de clients. Nous l'avons vu dans le cas de Western Union qui permet à des clients qui font énormément de transactions, donc énormément de transferts en utilisant l'application de My Western Union, de pouvoir bénéficier de points bonus qui vont lui permettre de réduire les frais sur des prochaines transactions. Également, une institution financière peut offrir également des cadeaux en rabais pour l'accumulation de plusieurs produits avec la même institution. En effet, pour une institution d'assurance, par exemple, si vous avez avec elle une assurance habitat, plus une assurance moto, plus une assurance auto, il est évident qu'elle va donner un bonus en essayant de réduire de 5%, de 10% la police d'assurance globale ou le total des polices d'assurance. Donc, vous comprenez très bien, c'était la façon avec laquelle une institution financière se doit aujourd'hui de gérer la tarification et la fixation des prix pour ses produits et ses services financiers. Aujourd'hui, on va poursuivre avec toujours dans le marketing opérationnel et on va aborder le quatrième grand volet de la prise de décision dans le marketing des banques, des assurances et des établissements financiers qui va venir compléter la politique de produits et services, la politique de distribution et la politique de tarification. Aujourd'hui, on va parler de la politique de communication. Donc, la politique de communication fait partie de ce quatrième grand volet de la prise de décision en marketing. À l'intérieur, bien sûr, de ce volet communication, on va intégrer également le volet personnel, fondamentalement le personnel de vente, le personnel qui est en contact avec les clients. Encore une fois, ne jamais oublier que même si aujourd'hui on va parler de communication, et on va intégrer ce personnel en contact avec le client dans le volet communication. Il ne faut pas oublier que ce volet fait partie d'un mix global de 4 P avec lequel il est interrelié. Donc, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui sur la communication vont dépendre des décisions qu'on avait préalablement définies ou prises pour l'offre de produits et services. La distribution en termes de canaux de distribution, en termes d'intensité de distribution, également la tarification.
Ce qui fait que il est évident que si une institution financière va commercialiser des produits bancaires, des comptes courants par exemple, et elle va commercialiser également des assurances. Donc, elle va varier ses produits. Il est évident que sa communication ne va pas rester exactement la même. Ce qui fait qu'en variant ses produits et services, la communication sera adaptée et ajustée. La même chose aussi au niveau de la distribution. Une institution financière, je prends le cas de Visa par exemple, qui au niveau de chaque pays va choisir de passer par des intermédiaires. Ce n'est pas Visa elle-même qui va venir distribuer ses services de carte de crédit ou des cartes de paiement, mais elle va passer par des intermédiaires qui sont les institutions financières locales, que ce soit la BIM, la BDM ou Ecobank ou n'importe quelle autre institution bancaire. Il est évident qu'en sous-traitant la distribution, Visa va également sous-traiter la communication, ce qui fait que pour les cartes Visa, la BIM va se faire sa propre communication. La BHM va faire sa propre communication. La BDM va faire sa propre communication. Également, quand il va s'agir maintenant de la tarification, il est évident que, et nous avons conclu d'ailleurs notre cours là-dessus, qu'un des éléments qui est relié au prix et la modulation du prix, qui sont les promotions des ventes, ces rabais, ces réductions momentanées du prix, ou ponctuelles de la tarification ne sont être que des moyens de communication que l'institution financière peut utiliser pour essayer d'attirer le maximum de clients possible. Et donc, c'est à l'intérieur de ce mix marketing qu'aujourd'hui, on va essayer de gérer notre communication. Également, ne pas oublier que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui en termes de communication vont avoir un impact sur les gestions des produits et services, vont avoir un impact sur la gestion de la distribution et vont avoir également un impact sur la gestion de la tarification. Il est évident que la communication va engendrer des moyens et donc va engendrer des coûts. Ces coûts doivent être comprises dans la tarification et dans les prix. Également, le type de communication qu'on va établir, notamment à travers l'utilisation de ce personnel qui est en contact avec les clients, fait partie de l'évaluation de notre offre de produits et des services. En effet, quand on cherche à évaluer, par exemple, la qualité d'un service dans une agence, que ce soit une agence bancaire ou une agence de crédit ou une agence qui offre des assurances. Il est évident que la personne qui est en contact avec le client, la personne à l'intérieur de l'agence qui, elle, est au comptoir et va interagir avec le client, son rôle principal, c'est la communication. Cependant, elle fait partie de l'offre du service parce que l'institution bancaire ne peut pas offrir son crédit, elle ne peut pas offrir ses comptes d'épargne, elle ne peut pas offrir ses comptes chèques sans passer par ce personnel. Donc, ce personnel qui, à la base, fait partie de la communication, mais également affecte l'évaluation globale de la qualité des produits et services de l'institution. Ce qui fait que ne jamais oublier qu'on œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle un mix marketing qui est intégré, c'est-à-dire 4 principaux volets de prise de décision bonifiés par 3 autres volets, bien sûr, les procédures, l'environnement physique et le personnel, qui doivent être quelque part harmonieuses et harmonieux entre eux. Ne jamais oublier également que le mix marketing découle d'un processus de planification où, au niveau de la deuxième étape, on a fait des choix d'objectifs stratégiques, notamment en termes de groupes de consommateurs qu'on va cibler et d'images qu'on va chercher à se donner. Le choix de travailler sur un groupe de clients particuliers, par exemple la clientèle particulière plutôt que les entreprises, la clientèle jeune plutôt que la clientèle senior va avoir un impact sur notre communication. Le choix d'un positionnement également, quand on veut être une institution financière spécialiste de microcrédit.
il est évident que ce n'est pas le même type de communication qu'on va établir si on veut se positionner comme une institution financière ou ce qu'on appelle un groupe financier qui, lui, œuvre autant dans le domaine bancaire, autant dans le domaine du crédit que du microcrédit, autant dans le domaine de l'épargne que des placements, mais également dans le domaine d'autres domaines des services financiers, notamment l'assurance et les autres types d'activités. Et donc, l'image qu'on va se donner va avoir un impact sur le type de communication qu'on va adopter. D'ailleurs, on l'avait dit quand on avait parlé de positionnement et de différenciation. Lorsqu'une institution financière se choisit une image, donc se choisit un positionnement, c'est important de se différencier, c'est-à-dire d'essayer de convaincre le client de l'institution financière, de cette image, et une bonne partie de la gestion de la différenciation va se faire à travers la communication. Et donc, c'est ainsi qu'on va œuvrer aujourd'hui dans la gestion de la communication dans les banques, les assurances et les établissements financiers.